Oui, je peux. Oui. Donc Philippe Poutou, connu un petit peu nationalement parce que j'étais candidat à la présidentielle pour le nouveau parti anticapitaliste à 3 reprises, 2012, 2017 et 2022. Et puis connu aussi un petit peu, en tout cas localement, avec la lutte des Ford contre la fermeture de l'usine, contre les licenciements, une lutte qui a duré très longtemps, c'était la plus grosse usine bordelaise et qui a fini par se terminer et perdre. Donc l'usine est fermée, on est licencié. J'ai été licencié avec mes potes de boulot. Voilà, donc c'est un peu les grands axes de mon curriculum vitae. Je vis à Bordeaux et voilà. J'avais des parents qui étaient de gauche, socialistes, parce qu'à l'époque, quand je suis gamin, c'est les années 70, les années 80, jusqu'à l'arrivée de Mitterrand. Et donc ils sont à fond pour Mitterrand, ils sont très heureux de la victoire de Mitterrand, et bon, ils ont voté Mitterrand, voilà. Et puis leur milieu, c'était un milieu ou militant PS ou sympathisant PS. Mon père était syndicaliste à la Poste, un postier, mon père, ma mère était au foyer, comme on dit. Elle s'occupait des enfants, on était quatre enfants, oui, donc un milieu de gauche, et puis donc il y a leur politisation à eux. Et puis après, voilà, moi je me rappelle, même au collège, je m'intéressais. À l'époque, c'était la Mandela et l'apartheid, c'était la dictature de Pinochet. Donc j'avais un poster d'Allende dans ma chambre. C'était l'écologie déjà, anti-nucléaire. Amnesty International, les droits de l'homme, et puis est arrivé SOS Racisme avec la montée du Front National. Je me suis politisé là-dedans dans cette période-là, et j'ai rencontré après, quand j'avais 17 ans, avec des potes, on a rencontré des militants révolutionnaires. Et voilà, donc en fait on se revendiquait anarchistes, voilà, antiraciste, écolo, contre la chasse, enfin voilà, toutes ces choses-là, quoi, avec quelques potes, enfin 2 potes notamment, et puis petit à petit, voilà, une politisation comme ça liée à l'actualité et puis liée aux rencontres. Moi, un des événements marquants, ce qui est sûr, c'est l'assassinat d'Éloi Machereau, un militant kanak, avec son pote, je ne me rappelle plus comment il s'appelait, par la gendarmerie nationale. C'était une lutte indépendantiste des Kanaks en Nouvelle-Calédonie. Et donc en janvier 85, j'avais pas encore 18 ans, pas loin. Voilà, j'étais à fond pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Je pensais que Mitterrand allait la donner. Et là, il y a l'assassinat de 2 leaders indépendantistes. Et c'est un déclic pour moi. C'est un déclic déjà, je commence à me méfier du PS et puis je commence à basculer sur des idées révolutionnaires, sur des idées en fait qu'il va falloir qu'on se démerde, qu'on se batte. Mais au départ, vraiment en solidarité avec les peuples opprimés, c'est par ce biais-là, quoi, en fait. D'accord, par le biais des Kanaks. Notamment, ouais, ça c'est mon souvenir, mais c'est sûr que ça c'est un des événements marquants de ma jeunesse. Oui, mais dans les milieux militants, ça fait circuler beaucoup les livres, et pas que on pourrait imaginer, évidemment, il y avait d'ailleurs les classiques comme les livres de Marx, Engels, Lénine, Trotsky. Ça circule beaucoup dans les organisations militantes, c'est des sortes de formations politiques. Mais moi je retiens surtout des romans qui m'ont beaucoup marqué. Et des romans comme celui que je mets toujours en tête, c'est Erich Maria Remarque, un écrivain allemand qui a écrit beaucoup de romans sur l'entre-deux-guerres, notamment À l'Ouest rien de nouveau, sur la guerre 14-18. Enfin, c'est toute sa génération, la guerre 14-18, la montée du nazisme et la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, voilà, toute une génération qui vit ça. Et pour moi, c'est toute une série de romans. Et là, il en a fait, on va dire, peut-être une dizaine sur toute cette période-là. Ça m'a marqué. Et un autre qui m'a beaucoup marqué, c'est Traven, un écrivain, on ne connaît pas trop bien sa vie, mais qui vient d'Allemagne visiblement, et qui a écrit beaucoup sur les paysans mexicains, sur la révolte des pendus, la charrette, beaucoup de romans comme ça qui m'ont marqué, aussi très, très humains, très révoltés contre la société, contre l'oppression, contre l'exploitation. Voilà, ce sont ces 2 auteurs de romans qui m'ont énormément marqué. En fait, ça se passe en général en groupe. Ce sont des potes qui ont rencontré des militants du Tout-Voyère, effectivement, donc ça date de 83, 84. Et ce sont ces potes-là, mes potes de quartier, qui m'entraînent dans un rendez-vous avec des militants du Tout-Voyère. Et là, on découvre un nouveau monde, quoi. C'est l'histoire du mouvement ouvrier à travers les discussions, des bouquins qui commencent à circuler.
Et voilà, on découvre autre chose, ce qu'on n'apprend pas vraiment à l'école, ce qu'on n'apprend pas vraiment de manière naturelle un peu partout dans la société. On l'apprend par des biais militants comme ça. Et voilà, donc c'est le début aussi d'un apprentissage, d'idées. Et puis c'est comme ça, on milite pas de suite, on croit qu'on milite ou on milite en fait, parce que dès qu'on a des choses qui nous plaisent, on en parle autour de soi. Donc en fait on milite, on raconte, ou de l'histoire, ou des auteurs. Et c'est comme ça qu'on commence à militer, mais on ne sait pas en fait quand c'est qu'on devient un militant ou quand c'est qu'on devient un militant politique. En tout cas on se politise quand on est révolté, en général on a envie de faire passer cette révolte-là et puis on a envie de convaincre les autres qu'il faut qu'on s'occupe de tout ça et qu'à un moment donné il faut qu'on se batte pour changer la société. Non, c'est forcément pareil avec le temps parce que d'abord je fais des petits boulots. À l'époque ça s'appelait les TUC, c'était les premiers contrats jeunes sous-payés soi-disant pour combattre le chômage. Donc je faisais un TUC. Bon, j'étais chez mes parents parce qu'avec un TUC c'était, je sais plus, c'était en francs d'ailleurs, mais c'était même pas un demi-salaire, donc on ne pouvait pas vivre tout seul. Donc voilà, je fais ça, je fais des remplacements à la poste parce que mon père est postier. Et ensuite je fais de l'intérim. Et donc toute cette période-là, en fait, je suis militant, mais c'est pas évident quand on n'est pas dans des boulots embauchés. En général, nos idées, on les fait pas trop connaître, quoi. Et c'est quand j'arrive à Ford, où je vais me faire embaucher, que là j'arrive à me syndiquer. Parce que quand on est embauché, on peut se syndiquer, c'est plus facile. Et puis en plus, l'usine Ford, il y avait des syndicats organisés. Et c'est comme ça qu'en fait, il va y avoir une sorte de liaison entre ma vie professionnelle, mon métier, et ma vie militante qui va être syndicale à la fois et politique. Le parcours politique, c'est donc je rencontre avec mes potes des militants de lutte ouvrière. Je milite à lutte ouvrière pendant quelques années et on se fait virer de LO d'une histoire un peu rocambolesque, à la fois pour des raisons politiques, des raisons disciplinaires. On se fait virer en groupe, c'est des camarades de Bordeaux qui sont virés de lutte ouvrière, qui est une organisation quand même pas mal sectaire, mais qui n'a pas tellement changé aussi. Et dès qu'on est exclu de LO, en fait, on rejoint, et finalement c'est peut-être la chance de cette exclusion-là, c'est qu'on va rejoindre des camarades de la LCR. Et on intègre en groupe aussi des camarades, la Ligue communiste révolutionnaire. Et c'est cette Ligue communiste révolutionnaire qui va en 2008-2009 se transformer, créer le NPA et donc évoluer vers le NPA en essayant, en tout cas en ayant l'ambition de s'élargir un peu, de regrouper y compris des milieux libertaires, de construire une organisation révolutionnaire qui soit plus large. Voilà, ça n'a pas forcément bien fonctionné, mais en tout cas il n'y a pas de regret non plus. Et c'est devenu l'NPA. Et donc moi j'ai suivi évidemment, j'étais pour qu'on construise le NPA. Donc ça date de 2009. Donc je rentre à la Ligue avec des potes en 2000-2001 et on est viré de LO en 97. 98, on se rapproche de la LCR. En 99, 2000, 2001, c'est le processus d'intégration à la LCR. 2008, 2009, c'est le processus de création du NPA. Et la dernière partie, pourquoi je deviens le candidat à la présidentielle, parce qu'en fait, on était quand même un certain nombre au NPA. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a la lutte Ford. Et au moment où Olivier Besancenot, qui avait fait 2 campagnes présidentielles pour la LCR, donc en 2002 et en 2007, en 2011, il dit qu'il n'a pas envie de partir pour une 3e fois. Et en 2011, c'est pile au moment où on a une victoire dans la lutte contre la fermeture de l'usine Ford, où Ford remet de la production, rachète son usine et remet de la production. Et donc, dans la discussion de qui pouvait représenter le NPA, en fait, je devenais un peu celui qui pouvait le représenter parce qu'il y avait une lutte qui était menée et parce que cette lutte, elle était à ce moment-là victorieuse. En tout cas, elle ne perdait pas. Et voilà, donc ça avait un peu le profil de ce qu'on voulait aussi montrer, un candidat ouvrier qui luttait avec ses potes, voilà, bon. Et je suis devenu comme ça le candidat à la présidentielle. Je sais pas comment dire ça. Ça vient d'abord, c'est du hasard. Ça se construit comme ça. Il y a tout ce qui se passe, rien n'est prévu entre la lutte Ford, les aléas de militants dans les organisations. Je deviens candidat, mais avant je suis dans la lutte Ford, je deviens le porte-parole de la lutte Ford en fait. Donc du coup j'ai une parole à travers les médias. C'est comme ça que ça se construit en fait.
Mais je ne suis pas du tout prédestiné à ça, parce qu'en fait je suis, on va dire, très réservé. Non, même si ça se voit pas là, mais par la force des choses, je parle quoi. Mais sinon, ouais, je suis plutôt, j'ai eu la plupart de mes années militantes, en fait, j'étais hyper discret. Je prenais pas la parole dans les réunions, quasiment pas. Voilà, je faisais mon petit bonhomme de chemin avec mes potes. Dès qu'il y avait du monde, eh ben, je parlais plus. Et voilà, c'était ça ma vie en fait. Et même à l'école, je parlais pas, j'étais très réservé, à part bavarder avec des potes évidemment en classe. Je me faisais engueuler parce que je bavardais, mais enfin sinon, devant du monde, j'y arrivais pas. Et ouais, c'était au contraire même l'inverse de ce que. Enfin, ça fait. On peut se dire que ça fait bizarre de devenir un porte-parole ou d'un syndicat ou d'une lutte ou d'un parti politique, vu ma vie, quoi. Enfin voilà, donc c'est quelque chose qui n'était pas du tout programmé. Alors après, mais, voilà, c'est par la force des choses. La lutte fait que ça se passe comme ça. Je deviens. Et puis à un moment donné, il faut parler. Quand les copains ou les copines disent non, non, devant une caméra et c'est moi qui y vais. Et puis voilà, en fait, ça se passe comme ça, un peu par hasard et on apprend, on se démerde. On fait comme on peut aussi pour exprimer des choses. Voilà, moi c'est ça mon parcours. D'accord, mais vraiment sur le tas, par expérience, du fait d'avoir dû parler au moment Ouais, où vous avez ouais, des engagements. de se retrouver dans des situations où il n'y avait pas le choix. Et là, on y va pas, ben, à un moment donné, il faut y aller. Et c'est surtout en fait, c'est surtout la lutte forte qui fait que, parce que quand les journalistes venaient, parce que nous, quand on se bat, en fait, on cherche la médiatisation. Pas parce qu'on a envie de faire les malins devant une caméra, mais parce qu'on a besoin que la lutte elle ait de l'écho, qu'on puisse toucher la population, qu'on puisse faire pression sur les pouvoirs publics ou sur Ford. Et donc on a besoin de la médiatisation. Donc là c'est quelque chose qui est hyper important. Et donc là on se dit bon allez, il faut le faire. Il faut parler, il faut essayer d'eux. Et c'est comme ça qu'on essaie de dire des choses. Et ouais, ça c'est vraiment sur le tas et c'est très. Enfin, c'est très hasardeux, mais c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Non, non, je ne me sens même pas capable de donner un conseil. D'ailleurs, je ne saurais pas qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil. Mais sans plus, je ne considère pas que je suis un modèle ou j'en sais rien. En fait, on exprime. Je pense que la première des difficultés, moi je l'ai vu avec les collègues de l'usine Ford, c'est déjà oser parler. Et c'est pas simple parce que voilà, oser s'exprimer comme ça, ou devant une caméra ou devant du monde, c'est très compliqué et beaucoup de personnes n'osent pas le faire parce qu'elles ne se sentent pas capables, parce qu'elles ne se sentent pas la légitimité. Et ça, c'est le premier des problèmes. Parce qu'en fait, en réalité, la plupart des gens, ils savent parler. Tout le monde parle dans son milieu, dans sa famille et tout ça. Et il y a une sorte de blocage quand il y a du monde. Et donc ce blocage-là, il est psychologique en fait. Et moi je pense qu'il y a plein de gens. Nous on le voyait dans la lutte Ford, quand on envahissait une salle de réunion. Alors, nous on avait les délégués, on participait à la réunion, puis des fois on se démerdait à ce que les collègues ils envahissent la salle pour prendre à partie le patron, enfin la direction. Et là on s'apercevait que des collègues en grève qui envahissaient une salle de réunion, et bien à un moment donné ils étaient là, on était nombreux dans la salle, et puis ils prenaient à partie donc la direction, et ils arrivaient à exprimer des choses, la colère, les revendications, beaucoup mieux que nous, ou en tout cas dans un style qui était beaucoup plus direct. Et c'est là qu'on voyait que l'expression en fait orale, elle était nickel chez pas mal de collègues. Et c'est ça qui était chouette. Mais sauf que ces gens-là, ils parlaient juste sur un moment donné, sur un coup de colère, parce qu'il y avait une action, parce qu'il y avait une grève, parce qu'il y avait une occupation. Et qu'en temps normal, eh bien, ils n'apprenaient pas cette parole-là. Donc moi, je suis persuadé que c'est arriver à se sentir le droit de parler et puis penser qu'on peut parler comme tout le monde et qu'on ne soit pas intimidé par ceux qui monopolisent la parole. Donc moi, c'est même pas un conseil, c'est que en fait, je pense que voilà, c'est juste un blocage. Il faut arriver à se sentir le droit et la capacité de parler, mais qu'en fait, en réalité, beaucoup de gens peuvent le faire et énormément de gens peuvent le faire. Il n'y a pas de raison. Enfin, tout le monde utilise la parole. Moi, ce que je me dis par rapport pour rebondir sur votre question, c'est je pense qu'il y a un côté, quand on s'exprime, il y a le côté un petit peu avec l'école où pour s'exprimer, il faut forcément, les gens ils se disent peut-être qu'il faut avoir une bonne réponse, ou si j'ai pas la bonne réponse, je vais être opprimé. Et il peut y avoir ce côté, tout simplement, quand tu parles, tu peux exprimer aussi une réalité que tu vis, genre la réalité chez Ford ou la réalité d'un milieu qui n'est pas agréable à vivre. Et là, tu as toute la légitimité à t'exprimer là-dessus, même il n'y a pas de mauvaise réponse, vu que c'est de toi que tu parles. Enfin, je me dis, ça me faisait penser un peu à ça, votre question, enfin, le côté quand on s'exprime et qu'on parle de son milieu, de sa façon de vivre et tout, il n'y a pas besoin d'avoir légitimité pour ça, parce qu'on fait juste se raconter soi en fait. Mais on est dans un monde où il y a une domination de classe, quoi. On va dire les riches ou
les personnes qui sont en haut de la société, donc qui dominent sur une autre partie de la population ou de la société qui est plutôt pauvre, qui n'a pas les mêmes moyens d'apprentissage ou d'accès à la culture. Donc il y a cette domination-là et ça fait des pressions sociales. Et cette pression sociale, elle s'exerce aussi évidemment sur la parole. Et on n'ose pas parler parce qu'on croit qu'on ne sait pas bien parler. Ou qu'on n'a pas envie ou de se ridiculiser, ou on n'a pas envie de montrer qu'on sait moins parler que d'autres. Et donc on n'ose pas. Et ça, c'est vrai, ce sont des pressions sociales. Et c'est vraiment une histoire de domination de classe, quoi. Il y a des linguistes qui bossent là-dessus, qui disent que la langue, c'est un outil de domination. Et qu'il y a ceux qui savent parler, il y a ceux qui maîtrisent et qui en étalent un peu, qui font un peu les malins. Et puis à la télé, c'est ça. À la télé, il y a des tas de gens qui parlent pour rien dire. Hein, tous les chroniqueurs, les éditorialistes, tous ces gens qui vont nous faire croire qu'ils maîtrisent tout, qui sont capables de tout expliquer, qui vont passer d'un sujet politique à un autre en quelques secondes. Des gens et donc ça crée une situation un peu bizarre. C'est qu'en fait, il y a ceux qui savent, et puis nous, on est là et on est bon à écouter les autres. Et en fait, non. Les fameux experts. Ouais, les fameux experts, mais des fois ils disent des choses, ils disent mais n'importe qui peut dire exactement la même chose et en mieux parce qu'en plus ils étalent leur mépris social ou ils étalent une sorte d'arrogance alors qu'en réalité il y a des tas de gens qui pourraient exprimer même sur l'Ukraine ou même sur la question des migrants, toutes les questions politiques aujourd'hui pourraient être très bien exprimées par plein de gens et mieux que ce qu'on voit ou ce qu'on entend à la télé. Donc oui, il y a vraiment une histoire de monopole, quoi, et c'est ça qu'il faudrait qu'on fasse éclater, quoi. Déjà, il y a un truc personnel, c'est-à-dire que quand on est candidat, on n'est pas à l'aise. Parce qu'en fait, d'abord, le rapport de force électorale fait qu'on ne peut pas gagner, donc c'est bien aussi des fois d'un peu le dire. Ça ne veut pas dire qu'on est défaitiste, mais ça ne sert à rien de faire comme d'autres petits candidats qui disent je vais gagner, je serai au deuxième tour. Ça ne sert à rien de faire ça. Mais c'est surtout qu'en fait, je ne suis pas vraiment dans la peau d'un candidat parce que le candidat c'est hyper personnalisé. C'est celui qui rêve d'être président de la République, c'est celui qui pense qu'il peut régler les problèmes des Français et des Françaises. Et nous on n'est pas là-dedans et moi je ne suis pas du tout là-dedans. Donc en fait c'était une manière aussi de dire je ne joue pas le même jeu, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour moi, pour ma pomme, on n'est pas là on est là pour autre chose, pour défendre des idées, pour faire entendre un combat et puis pour montrer que la démocratie, que la vie politique, ça peut être tout à fait autre chose. Donc c'était essayer de se sortir d'une personnalisation, de dépersonnaliser le plus possible. Donc effectivement, des fois, c'était pour dire voilà, on n'est pas là pour gagner, ou alors après, qu'est-ce que ça veut dire gagner ? Et nous, gagner, c'était déjà faire entendre d'autres idées et donner envie à des gens, jeunes ou moins jeunes, de s'accaparer d'idées politiques et puis de faire de la politique eux-mêmes. De se sortir de ce rôle où il y a ceux qui savent, encore une fois, et ceux qui peuvent diriger un pays, et puis ceux qui finalement devraient se contenter de voter, parce que la démocratie, ça s'arrête à voter. Et nous, on voulait dire tout à fait autre chose. Donc oui, c'est se sortir de ce rôle un peu dans lequel on était un peu coincé, et de dire non, nous, on joue autre chose, quoi, en fait. C'est compliqué, ouais. Non, on peut pas, c'est pas fait pour ça. Après, c'est l'apprentissage qu'on fait. C'est-à-dire qu'une interview, c'est pas quand on a invité, qu'on a interviewé, c'est pas pour expliquez-nous ce que vous avez envie, c'est pas fait pour ça. En réalité, l'interview ou l'émission qui interviewe, c'est plus l'intervieweur qui se met en avant, c'est plus l'émission qui se met en avant que l'invité lui-même. Donc on rentre dans un truc, un jeu de dupes. Et donc à chaque fois, c'est de la gymnastique, c'est une bataille pour arriver à ce qu'un espace médiatique, l'interview, elle puisse être utile. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à transformer un petit peu l'interview, à faire que finalement cette interview, qui souvent sert pour l'intervieweur à faire du buzz, parce qu'en quasiment tout le temps, l'intervieweur, je parle des gros médias, l'intervieweur se moque complètement des idées de l'interviewé. Mais nous, comment on transforme ça? Comment on essaie quand même malgré tout d'en faire un espace où il y a des idées qui ressortent, des idées qu'on n'entend jamais, où on peut exprimer une solidarité envers un combat par exemple, ou exprimer une critique de la société et exprimer des perspectives de révolte, de lutte sociale, de transformation et voilà. Donc, mais c'est toujours très compliqué. Se sortir un peu, c'est comme physiquement on se sent toujours un peu pris dans une interview, on ne se sent pas libre, même si on sait quoi penser, on a l'impression d'être contenu dans quelque chose et donc il faut se sortir d'une sorte de glu, et c'est physique aussi, c'est pas juste, et c'est souvent très compliqué.
stratégie, ça serait prétentieux de le dire parce qu'on ne sait pas à quel niveau on maîtrise la chose, on essaie, on bricole et on se défend comme on peut et voilà, donc c'est une bataille. Le rapport aux médias, c'est une bataille. Ce qui est logique puisqu'il y a les exemples très récents que tu citais, caricaturaux presque avec Hanouna et puis comment des chaînes de milliardaires sont là pour véhiculer les idées des milliardaires ou même aujourd'hui on voit bien des idées d'extrême droite. Donc nous on arrive dans un espace qui n'est pas fait pour nous. Donc on sait qu'on est dans un endroit, il va falloir qu'on se batte pour exprimer nos idées. Donc après la stratégie de base c'est de voir, d'essayer de réfléchir comment on peut faire passer nos idées. Mais voilà, c'est de dire des choses en fait. Et là, tu parlais de la question vestimentaire. Mais en fait, ça c'est pas réfléchi. Mais ce qui est peut-être réfléchi quand même dans le fond, c'est en fait, il faut pas subir la pression, c'est-à-dire être ce qu'on est. Et être ce qu'on est, déjà, c'est pas mettre un costard quand on passe à la télé. Sinon, là, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Ça veut dire qu'on subit une pression et qu'on voudrait ressembler aux autres et qu'on penserait que finalement, avoir une cravate et un costard ou d'être bien habillé, ça rendrait plus crédible. Et nous, on n'a pas envie de rentrer dans ce schéma-là, parce qu'en fait, la crédibilité politique, pour nous, elle ne dépend pas de ça. Il faut justement se sortir de ça. Donc, peut-être que la stratégie, elle est là, c'est être nous-mêmes, essayer d'être nous-mêmes et de l'exprimer comme, mais c'est pas simple, parce qu'en fait, un plateau télé ou un plateau radio, tout est fait pour qu'on soit contenu. Enfin, je sais pas comment, on ne sait pas ce qui est conscient ou pas conscient dans ce qu'ils font, mais en tout cas, on rentre dans un domaine, dans un endroit où on n'est vraiment pas chez nous. Et c'est difficile, mais même au point qu'on n'ose des fois pas gueuler, parce quand c'est un plateau où tout est propre, où tout le monde est très bien habillé, on a l'impression qu'en fait on est hors sujet. Donc tout ça c'est compliqué. Et être soi-même, alors évidemment l'idée c'est pas d'aller gueuler à la télé, ça rime à rien, même si des fois on a des scènes où ça peut le faire. Mais voilà, donc je dirais pas qu'on a une stratégie, mais de toute façon on est conscient que c'est pas simple, que c'est une bataille et que pour arriver à exister normalement, il faut faire gaffe à plein de choses, quoi. Et puis après il y a l'expérience qui fait qu'on apprend un peu à peut-être mieux se démerder dans certaines situations, mais encore que c'est pas simple, hein. Moi je suis jamais content des passages télé. Olivier Besancenot, pareil, quand il faut y aller, il y va en traînant les pieds parce qu'en fait c'est pas agréable à faire. Et on sait qu'il va falloir batailler, se démerder à essayer de faire passer des choses. Et voilà, donc voilà, en fait on essaie de se débrouiller au mieux. Mais donc à Bordeaux, il y a la chose particulière, c'est depuis les dernières élections municipales, où on avait réussi à mettre en place une liste anticapitaliste qui regroupait des militants de plusieurs organisations. À la base, évidemment, il y avait le nouveau parti anticapitaliste, mais aussi des militants de la France Insoumise, des militants syndicalistes, des militants connus dans le mouvement des Gilets jaunes, des militants qu'on fréquentait dans le milieu associatif. Donc on avait construit cette liste-là. Et donc il y a eu une campagne politique très dynamique pendant les élections municipales. Et ça nous a permis de faire entendre autre chose à Bordeaux, quoi. Donc justement montrer que Bordeaux c'était pas qu'une ville de droite, pas qu'une ville bourgeoise, mais que c'était aussi une ville populaire avec des militants et voilà. Donc on a eu des élus. Et donc depuis on a un militantisme qui s'appuie aussi sur ces deux élus au conseil municipal de Bordeaux et qui s'appuie sur l'élu, c'est le même mandat en fait au conseil métropole, hein, sur la métropole bordelaise on a un élu. Et donc ça nous permet d'avoir une activité militante un peu particulière où on peut faire entendre des idées de lutte, des idées anticapitalistes dans des conseils dans des conseils métropolitains ou des conseils municipaux de Bordeaux. Et ça permet d'essayer de faire résonner ces idées-là. Et après, toute l'activité militante, elle ne s'organise pas uniquement à partir de là, mais il n'empêche que ça peut donner écho. Et donc aujourd'hui, c'est l'essentiel de notre activité, avec évidemment les manifestations, les soutiens aux associations qui se battent pour faire qu'il y ait des squats, en solidarité avec les migrants, la question du logement, enfin toutes les questions quotidiennes, et puis le lien avec les luttes syndicales. Donc on est là-dedans. Alors on est peu de militants globalement un peu partout et on essaie de faire vivre la résistance, de faire vivre les idées qui fait qu'on ne veut pas se résigner. Enfin, voilà, donc en fait à Bordeaux comme ailleurs, là encore une fois on est dans une situation qui n'est pas simple, mais on essaie de toujours être là et puis de construire et de se renforcer au fil des mois, au fil des années. C'est pas simple, mais voilà. C'est compliqué pour nous parce que en fait
c'est vraiment hyper technocratique, c'est gestionnaire, c'est hyper dépolitisé en fait. Et alors nous on est des militants politiques, on est élus, mais en fait on essaie de pas trop ressembler aux élus qu'il y a, quoi. On reste des élus militants, enfin je dis ça comme ça. Et en fait on essaie de... Mais vu qu'on est là-dedans, on a des délibérations à lire, qui sont hyper chiantes à lire d'ailleurs, parce que c'est écrit d'une telle manière que en fait, des fois on ne comprend pas. Et puis c'est hyper gestionnaire, enfin, c'est hyper technique, technocratique. Bon. Et nous on essaie là-dedans de politiser et d'essayer de faire discuter, de faire discuter de sujets qui sont quand même pas abordés en fait. On voudrait discuter beaucoup plus de la misère, de la souffrance sociale, du chômage, de la précarité et des difficultés de se loger, des difficultés de se soigner, des bureaux de poste qui ferment. Tous ces sujets-là, ils ne sont pas abordés. Alors nous, on essaie de les aborder et en leur montrant qu'en fait, il faudrait discuter concrètement de ces problèmes-là et de comment on peut agir là-dessus. Et voilà, et donc aussi de discuter des riches, des pauvres, et puis qu'en fait, les choix qui sont pris ou faits dans une municipalité de la métropole, ce sont des choix politiques. Et donc d'essayer de politiser et de discuter en camp social aussi, les riches, les pauvres, enfin voilà. Donc on essaie de faire ça. Et en même temps, surtout, c'est pas tellement de convaincre l'Assemblée de droite ou de gauche, parce que là, on n'arrivera pas à les convaincre, mais c'est essayer de faire résonner des idées et qui permettent dans la population à toucher des gens et à faire en sorte que ces gens-là, ils aient envie de s'occuper de leurs affaires à un moment donné. Voilà, donc c'est une mission qui n'est pas simple. Et pareil, on apprend, on essaie d'être efficace, on essaie de faire du bruit, on essaie de faire en sorte que ce qu'on dit, ce soit utile. Et on espère que tout ce qu'on aura fait, ça sera efficace au bout du compte. En tout cas, un petit peu efficace. Voilà. En tout cas, on espère que c'est utile. C'est long, c'est des longues réunions, ce sont des grosses assemblées. Conseil municipal, il y a 65 élus. Conseil métropole, il y a 104 élus. Voilà, ce sont des grosses réunions qui durent la journée ou l'après-midi, enfin ça dure 6-8 heures à peu près, minimum. Tout le monde ne prend pas la parole, même si c'est une minorité qui prend la parole. Ouais, c'est ingérable en fait. C'est ingérable parce qu'il y a énormément de délibérations sur des sujets très différents. Et tout ne peut pas être abordé, tout n'est pas abordé. En fait, il y a une sorte de semblant de démocratie, une sorte de semblant de débat. Ça fait vraiment très très artificiel parce qu'en fait la réalité des décisions politiques elle se passe pas là, quoi. Donc du coup on voit bien qu'il y a quelque chose qui va pas, ça colle pas. Alors bon voilà, ça parle. La droite s'oppose à la gauche quand c'est la gauche qui décide. Des fois et après ça vote ensemble ou pas ensemble. Mais c'est surtout des histoires de posture en fait. Chacun se positionne et c'est assez désagréable en fait globalement. Alors oui ça se dispute par moments. Souvent les disputes, ce sont ce qu'on appelle les disputes politiciennes, avec un fond politique qu'on ne voit pas. Mais voilà, c'est long, c'est plutôt chiant et c'est ce que je disais au début, c'est comment nous là-dedans on essaie d'être utile à quelque chose. Et cette utilité-là, c'est d'exprimer une idée, de comprendre un peu des fois des sujets qui sont traités et de pouvoir faire passer quelque chose. Mais encore une fois, à la limite, on s'adresse plus à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'Assemblée. Des conseils, moi je pense que la meilleure façon de s'engager, c'est dans le milieu associatif, dans le milieu syndical ou dans le milieu politique, mais dans des équipes militantes. Et en fait c'est cette idée qu'il faut qu'on fasse de la politique nous-mêmes. Et donc c'est évidemment en critique de la société telle qu'elle est organisée, en critique des institutions qui ne sont pas du tout démocratiques. En fait c'est cette idée que le pouvoir il est entre les mains d'une couche sociale ou de couches sociales aisées et que l'ensemble de la population en réalité elle n'a aucun pouvoir. Aucun droit et on subit tout ça. Donc faire de la politique aujourd'hui, c'est militer pour combattre ce système-là et pour faire qu'aujourd'hui, du côté des populations, du côté des couches les plus défavorisées, qu'elles s'organisent par elles-mêmes et qu'elles trouvent une force pour changer les choses. Et donc c'est ça faire de la politique. Si c'est pour être élu quelque part et s'intégrer ou se faire coincer dans les couloirs des institutions, ça ne servira à rien. Donc c'est exprimer la révolte contre tout ça et puis de se démerder, de chambouler tout ça et c'est difficile à dire. De toute façon, c'est toujours difficile. On ne peut pas être dans la position de celui qui conseille. J'en sais rien. Ça dépend aussi des aspirations des gens. Mais en tout cas, nous, on porte cette parole-là, quoi. Le ras-le-bol de cette société et de dire, nous, on a envie de... en fait, il faut qu'on ose faire de la politique parce qu'il faut qu'on rentre là-dedans dans le sens où il faut qu'on bouscule tout ça.
Et il faut que justement les opprimés, les classes populaires, elles se fassent entendre. Parce que la politique aujourd'hui, les choix politiques sont au service des riches, mais parce que ceux qui font de la politique, ce sont les riches, ou des gens pas loin du camp des riches. Et si on veut qu'il y ait une politique qui réponde aux problèmes des pauvres, là, il faut que ce soit les pauvres eux-mêmes qui fassent de la politique, parce que c'est comme ça que ça se passe. Et donc le problème, c'est comment on donne envie aux gens de faire de la politique, comment on leur donne envie de s'occuper de leurs affaires dans un quartier ou plus largement là où ils travaillent, enfin partout, quoi. Et c'est ça le truc, c'est que nous on fasse de la politique ensemble et qu'on arrive à bousculer cette société. Non mais là il y en a plein, mais là celle qu'on voit aujourd'hui notamment qui touche la jeunesse, hein, c'est les luttes pour la défense de l'environnement, hein, comme pas très loin de Bordeaux d'ailleurs, hein, la lutte contre les bassines, hein, qui est une lutte radicale actuelle, hein, ou la lutte contre des projets immobiliers, là, parce que ça bétonne partout, enfin, il y a toutes ces luttes là qui sont très importantes. De toute façon là c'est simple, hein, l'avenir de l'humanité il est quand même mis sérieusement en question avec la crise climatique. Et la planète qui part dans un sens effroyable. Donc il y a ces luttes-là, il y a les luttes antiracistes, les luttes de solidarité avec les réfugiés, ça c'est fondamental, de solidarité avec les luttes de peuples comme en Iran ou au Chili, enfin tout ça, enfin, moi, je pense que c'est des luttes qui sont fondamentales, d'exprimer une solidarité internationale. Donc globalement les luttes contre les oppressions, contre toutes les oppressions, les luttes LGBTI, les luttes contre l'homophobie, contre l'ordre moral, les luttes féministes, contre le sexisme, le droit à l'avortement, les luttes contre les violences faites aux femmes, enfin ça c'est l'actualité. Et on espère que ces luttes-là, elles vont petit à petit devenir vont toucher énormément de monde parce que ça fait partie des trucs qui sont immédiats pour nous, quoi. Le danger de remise en cause de nos droits. Et après évidemment la défense de l'emploi, la défense des services publics, bon, des luttes, il y en a un paquet en fait. Mais elles peuvent s'articuler toutes ces luttes-là, c'est ça qu'on pense aussi. C'est qu'en fait, c'est pas des luttes qui peuvent être les unes à côté des autres, mais comment tout ça, ça se tient. Et qu'en fait, défendre ses droits au quotidien, ça passe par des luttes contre les oppressions, mais en même temps pour nos conditions de vie. Comment donner une place à tout le monde finalement, non ? Comment donner une place à tout le monde, non ? Ouais, mais comment donner une société qui permet à chacun de vivre dans la dignité décemment, et c'est l'histoire de l'égalité des droits pour toutes et tous, et c'est pour ça que tous les combats se tiennent et qu'on peut très bien les mener interconnectés, en se coordonnant, et voilà, c'est un peu l'avenir aussi, c'est ce qu'on appelle le tous ensemble ou la convergence des luttes, et on espère que, nous on pense que ça passera par là, quoi. Et ouais, on a bien vu aussi que rien n'était acquis, que ce soit la paix en Europe ou que ce soit l'avortement aux États-Unis, enfin rien n'est acquis, il faut toujours lutter pour ah ouais, ça, c'est flippant, hein. Même quand on voit là, avec la montée de l'extrême droite, et pas qu'en France, hein, ou les déclarations des députés d'extrême droite là, sur les migrants qui traversent la Méditerranée, qui doivent retourner, les bateaux qui doivent retourner en Afrique et tout ça, quand on voit le niveau de discussion, quand on voit ce que des gens sont capables de dire aujourd'hui, après ce qu'on a vécu dans l'histoire et tout. Ouais, donc c'est sûr que tout ça c'est très, très, très inquiétant quand on voit Bolsonaro qui perd de justesse au Brésil, quand on voit, y compris même au Chili, il y a un an, le candidat d'extrême droite nostalgique de Pinochet qui perd, mais bon, c'était relativement serré. Quand on voit l'extrême droite en France, comment elle se pavane, comment elle arrive à sortir des choses racistes. Quand on voit l'Italie, l'extrême droite encore, enfin voilà, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est hyper flippant parce qu'on se dit oui, rien n'est acquis, ouais, effectivement. Et ce que tu disais, le droit à l'avortement aux États-Unis, même si en France ils veulent faire entrer le droit à l'avortement dans la Constitution, mais même ça, en réalité, il n'y a rien qui est garanti parce que s'il y a un pouvoir qui veut tout balayer, il balayera tout. Donc c'est pour ça que c'est hyper important que à chaque fois les populations se mobilisent. Et là, l'exemple iranien, il est terrible. La révolte en Iran lancée par les femmes suite à l'assassinat de la jeune parce qu'elle portait mal son voile. Ah oui. Et là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Une lutte contre l'obscurantisme religieux, une lutte contre la dictature des mollahs, et pour les droits, l'égalité des droits, et tout un peuple iranien, il n'y a pas que les femmes, il y a les jeunes, les vieux, les Kurdes, les Perses. Il y a quelque chose qui est en train de se passer qui est énorme. Et on peut espérer que l'avenir, ça va être ça. C'est qu'à un moment donné, les peuples reprennent leur histoire en main, et puis... en tout cas, si c'est pas ça, on se fait écraser, hein. On le voit donc sur la question sociale, la question des droits démocratiques, mais sur la question environnementale. Donc on a intérêt à changer cette société le plus vite possible. Moi je souhaite. Je regarde la caméra ou pas? Non, bonne suite à Rafale Verbal.
Voilà, il faut continuer, voilà, des interviews, des discussions et c'est très bien. Voilà, bravo. Eh bien, merci beaucoup. Merci.